Salut tout le monde. Alors, vous le savez peut-être pas, mais on est en pleine semaine du podcaston. Et oui, parce que pendant 7 jours, il y a plus de 350 animatrices et animateurs de podcasts, podcasteuses, podcasteurs, qui se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ce que ce monde associatif défend. En gros, leurs valeurs. C'est une mobilisation qui nous tenait vraiment à cœur de mettre en avant. Et donc, aujourd'hui, vous entendez non seulement cette intro, mais aussi l'outro, la conclusion du podcast, qui sera un petit peu différente de d'habitude. Je vous propose de découvrir un invité qui se bat au quotidien pour son job, qui est déjà un marqueur de l'altruisme, mais aussi pour une association qu'il a cofondée et qui permet de mettre en valeur les personnes valides et non valides, en tout cas de les aider à collaborer et puis à se dépenser ensemble. Allez, c'est fini pour cette longue intro qui n'est pas celle de d'habitude. Je vous propose d'écouter cet épisode et puis surtout, venez sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que vous en avez pensé. Ça me ferait super plaisir qu'on aide l'association Adaptateam et le podcaston à mettre en valeur cette association et toutes les autres. Allez, bon épisode! Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va parler avec un sportif, mais aussi un coach, aussi un entraîneur, un dispenseur de méthodes d'entraînement, en l'occurrence le cross-training. Et oui, j'ai bien dit cross-training, n'allez pas entendre autre chose. Je suis très heureux de tendre le micro à Gilles de prénom et Gauthier de nom de famille. Salut Gilles. Salut Armano. Bon, j'aime bien préciser parce que quand on a un nom qui est comme un prénom, comme ça on fait pas d'amalgame, on sait que ton prénom c'est bien Gilles. N'est-ce pas? C'est ça, tout à fait. On a été mis en relation par Anne-Emmanuelle Nettersheim. On en parlait juste avant en off. Une super personne en tant que personne en elle-même, en tant que valeur qu'elle défend, en tant que pratiquante de sport, en tant qu'entrepreneuse. Bref, ceux qui écouteront notre épisode auront très certainement eu la chance d'entendre celui de Anne-Emmanuelle avant ou peut-être un petit peu après, ça va dépendre aussi du planning éditorial. Bref, allez, foncez, écoutez, regardez Anne-Emmanuelle, même sur les réseaux, allez vous renseigner, vous allez voir, elle est top. Donc Anne-Emmanuelle nous a mis en relation parce qu'on a eu l'occasion d'échanger, elle et moi, avant d'enregistrer un épisode. Et puis elle m'a dit, écoute, il faut absolument que tu tendes le micro à Gilles parce qu'il est super engagé sur un sujet qui lui tient à cœur et qui me tient aussi à cœur. Donc on va pouvoir détailler tout ça avec toi. Mais tout d'abord, Gilles, qui es-tu? Qui est Gilles Gauthier? Qui est Gilles Gauthier? Gilles Gauthier, j'ai 56 ans. Voilà, je suis principalement sapeur-pompier professionnel et coach sportif depuis 3 décennies. Voilà. Déjà, pour présenter un peu le personnage. Sapeur-pompier, où ça? À Paris? En banlieue parisienne, au sud de Paris. Donc, ça veut dire que tu es sapeur-pompier de profession dans une caserne, dans une brigade qui n'est pas celle des sapeurs-pompiers de Paris. Donc, tu n'es pas militaire de formation. Non, du tout. Voilà, il faut bien faire la différence entre les pompiers de Paris, qui comprennent certains départements de la couronne parisienne, et on va dire des pompiers, on va dire départementaux. Voilà. Et c'est quoi ce métier d'être sapeur-pompier? Ça consiste en quoi? Parce que quand on est gamin, on rêve tous de devenir pompier parce qu'on voit le camion rouge, on voit les sirènes, on entend les sirènes, on a tous envie un jour de monter dans un camion pompier ou de monter sur l'échelle pour aller éteindre un feu. Mais en fait, être pompier, c'est quoi? Alors, je pose la question un peu innocemment, mais aussi parce que j'ai eu à ce podcast Mathieu Maraillot, ancien sapeur-pompier de Paris, spécialisé dans le milieu aquatique, qui lui était militaire, qui nous a raconté un petit peu son quotidien de pompier et qui n'est pas forcément celui auquel on s'imagine quand on est gamin. Donc, pour toi, Gilles, c'est quoi être sapeur-pompier professionnel depuis 3 décennies? En fait, c'est une vie dynamique. C'est une vie très dynamique. C'est un métier qui demande beaucoup de polyvalence. C'est-à-dire que chaque fois que tu es de garde, chaque garde ne se ressemble pas. 85% de notre travail, c'est de secours à personne à domicile. Après, le reste, c'est tout ce qui est incendie, opérations diverses, accidents de la circulation, etc. Mais surtout, c'est qu'on ne s'ennuie pas parce qu'en fait, et puis quand je dis vie dynamique, c'est que quand le bip retentit, qui dit que tu dois partir en intervention, tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. En fait, ça te demande une capacité d'adaptation à chaque fois. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis, dans le travail qui est principalement le secours à personne à domicile, moi, j'attache beaucoup d'importance aux relations humaines.
Donc, en fait, il y a de l'altruisme, il y a tout un tas de choses à gérer. Alors, tu parles d'altruisme, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé en introduction de ce podcast, mais aujourd'hui, on enregistre un épisode pour le diffuser pendant le podcaston, qui est justement une initiative mise en place par l'association Altrui, c'est pour ça que ça m'y fait penser, dont l'objectif est de soutenir des causes. Pendant la semaine du podcaston, on est à l'heure actuelle plus de 350 producteurs de podcasts qui faisons un épisode spécial pour cette initiative. Donc, je suis très heureux de faire ça avec toi, Gilles, et on va rentrer un petit peu plus dans le détail de l'épisode d'aujourd'hui, et on va, je pense, très vite comprendre pourquoi je voulais que cet épisode soit l'épisode support du podcaston pour le podcast dans les vestiaires. Donc, excuse-moi, j'ai fait une petite aparté, mais je pense que c'était nécessaire de le dire. Donc, le métier de pompier, pour toi, c'est beaucoup d'altruisme aussi, et comme tu dis, tu sais pas toujours sur quoi tu vas tomber quand le bip retentit. Tu sais pas si tu vas aller éteindre un feu, tu sais pas si tu vas aller sauver quelqu'un de la noyade, tu sais pas si tu vas aller décrocher un chat qui est coincé dans un arbre. Tout ça, tu l'apprends en fait quand tu es dans le camion avec tes frères d'armes, entre guillemets. Pour préciser un peu, quand ton bip retentit, tu as ce qu'on appelle une feuille de départ qui te donne l'intitulé de l'intervention. Sauf que entre l'intitulé de l'intervention et ce qui se passe sur le terrain, c'est des fois complètement différent. C'est-à-dire qu'au moment où tu arrives, tu réfléchis un peu à tes procédures, mais quand tu arrives sur place, tout peut être différent. Donc, en fait, c'est cette capacité d'adaptation qui est intéressante parce que dans les secondes qui suivent, tu dois pouvoir t'adapter pour réussir ta mission. Et c'est ça qui est chouette. Bon, après, j'imagine aussi que tu dois t'adapter plus dans certaines situations que d'autres. Si tu vas éteindre un feu, tu sais pas toujours sur quoi tu vas tomber. Si tu dois aller décrocher un chat dans un arbre ou même un adolescent, parce que je crois qu'on a tous fait cette connerie-là, un jour monter sur un toit puis être coincé, tu sais à peu près à quoi tu vas t'attendre. Il y a peu de risques d'être obligé d'innover, d'inventer, de créativité pendant l'intervention. Ouais, c'est pas la créativité, mais disons que, comme tu dis, un incendie, au départ, tu as suivi ton processus, mais quand tu arrives sur place, tout peut changer. Tout peut changer et il faut t'adapter, il faut réagir dans la seconde, quoi. C'est ça qui est chouette. Alors, tu me dis aussi que ça fait plusieurs décennies que tu es coach. Est-ce que tu vois certaines similitudes entre le sport et ton activité de pompier ? En fait, moi, en tant que coach, j'aime la polyvalence. C'est-à-dire que j'ai toujours été coach pour, si tu veux, dans différents domaines d'application, hein, dans différentes activités. Et donc, c'est cette relation entre mon rôle de coach et mon rôle de pompier où, en fait, j'essaie d'avoir un panel d'actions le plus large possible. Et c'est ça qui m'intéresse. Bien sûr, il faut des spécialistes, mais dans mon fort intérieur, moi, ce qui vraiment me transcende, c'est d'aller au plus large et de m'adapter. Voilà. Là, on enregistre aussi en vidéo. Alors, les podcasts, par essence même, c'est que de l'audio. Un jour, je me dis que je ferai peut-être quelque chose de ces enregistrements vidéo. Et c'est super parce que dans la 99% des cas, dans la grande majorité, mes invités sont tout beaux, tout propres. Toi, aujourd'hui, tu arbores un joli sweat avec marqué dessus Adapteam. Donc, on va revenir dessus. Adaptateam, pardon. On va revenir dessus, mais tu parles d'adaptabilité. Bon, on comprend bien que c'est dans ton essence, c'est dans tes valeurs. Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, j'aime la vie, j'aime me sentir vivant, mais se sentir vivant, c'est vivre plein d'expériences, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient moins bonnes, et c'est s'adapter et grandir avec ça. Voilà. Bon, on passera tout à l'heure sur Adaptateam et tout ce que tu fais à côté. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur toi et sur ta pratique ou ta rencontre du sport. Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as commencé à faire du sport et est-ce que c'est quelque chose qui a guidé tout le reste de ta vie? Parce que quand on est pompier, en général, c'est aussi qu'on est sportif. Oui, tout à fait. Mais ouais, le sport, je veux dire, des fois, j'ai un fils de 14 ans et quand je lui parle de ça, je lui dis, écoute, dès que j'ai été en capacité de marcher, pour moi, de façon mon essence même, il fallait que je bouge. Et quand j'étais gamin, je vivais un peu en région lyonnaise, mais dans la campagne. Et pour moi, c'est venu tout de suite en moi, il fallait que je bouge. C'est-à-dire que j'étais chez moi pour manger. Mes parents, mais dès qu'il fallait que j'étais libre, ils me laissaient libre de bouger et j'étais toujours à l'extérieur, à essayer d'explorer, voilà, d'explorer des choses.
et ça a toujours été tourné vers le physique. Ouais, mais ça, c'était un autre temps. Maintenant, on est un petit peu plus réticent quand même à laisser nos enfants sortir, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je comprends tout à fait, la société n'est plus la même. Mais si tu veux, mes parents m'ont donné l'envie de bouger tout de suite. Bon, c'est vrai que j'ai commencé par le football parce que mon père était un fou de football, mais pareil, même si c'était ma spécialité, j'aimais faire beaucoup de choses en dehors que de cette spécialité. Bon, et donc, tu as commencé par faire un peu de football. Est-ce que tu as été visiter, voir, observer d'autres activités sportives? Oui, ben, en fait, j'ai été dans le football jusqu'à un bon niveau, jusqu'à l'âge de 16 ans. Et après, ben, en fait, j'ai été saturé et ensuite je ne suis pas rentré dans un club et j'ai exploré par moi-même. Donc j'ai fait en fait surtout des activités, on va dire outdoor, que ce soit la course à pied, le VTT, l'escalade, plein de choses. J'ai commencé à goûter à tout ça. Ça veut dire quoi, explorer par toi-même? Ça veut dire que tu y allais, mais tu n'avais pas forcément de coach, tu n'étais pas forcément dans un club, et puis tu essayais d'aller goûter à l'essence même de ce sport? Ouais, c'est ça. En fait, moi, je joue beaucoup sur les sensations. Quand je dis explorer, il faut que j'explore pour avoir des sensations. Et actuellement, c'est comment dirais-je, le discours que je tiens quand je coach quelqu'un. Je lui dis, quand tu pratiques une activité, il faut que tu crées une émotion. Donc, j'ai exploré des choses. Il y a des choses qui m'ont moins plu, mais il y a des choses qui m'ont donné des émotions fortes. Et j'ai dit, il faut que je les conserve et il faut que je continue. Même si je ne les développe pas à l'ultime, mais il faut que je continue à les vivre parce que je sais qu'elles m'apportent des émotions. Et ça, c'est important. Est-ce que c'est ça aussi? Et en fait, excuse-moi, je vais t'interrompre, parce que si tu crées une émotion, en fait, tu as envie de recommencer. Parce que si c'est faire pour faire, ça va pas loin. Mais à partir du moment où ça crée une émotion chez toi, ben, c'est la boucle de l'apprentissage. Et quand il y a d'émotions, eh ben, tu as envie de recommencer. Ouais, on arrive sur la discussion de la motivation intrinsèque et extrinsèque. Et d'ailleurs, il y a un superbe épisode de podcast que je recommande, du Let's Trade podcast, animé par mon copain Nico Guilleneuf, le LTP pour les intimes, épisode qui sort au moment où on enregistre, donc mi-février. Et si vous ne l'avez pas entendu, je vous invite à aller l'écouter. Franchement, il est super intéressant, en tout cas sur toute la première partie où on parle de ces moteurs, de ces drivers que sont la motivation et autres. Ouais, Donc, ouais, toi, ça. ce sont ces émotions qui t'ont guidé vers l'exploration, vers la pratique de tel ou tel sport. Donc, tu nous as dit football, VTT, autre chose? VTT, bah, escalade. Ensuite, j'ai fait un peu de triathlon. Ensuite, bah, beaucoup aussi de musculation. Voilà. Et puis un jour, j'ai découvert une méthode qui s'appelle l'entraînement fonctionnel. Voilà. Et donc, qu'on appelle maintenant le cross-training. Entraînement fonctionnel. Voilà, il va falloir que tu, Oui, que tu nous en oui. dises un peu plus. Alors, Donc, tu as fait de la musculation. Déjà, en termes de musculation, parce que je pense que pour le commun des mortels, quand on parle de muscu, on voit du Schwarzenegger, de la gonflette. Est-ce que c'était ça ce que tu faisais, ou c'était plutôt de la musculation pour renforcer ta musculature, ou tu cherchais à avoir vraiment des belles tablettes? non, en fait, mon premier objectif, c'était pas le côté plastique. C'était, en fait, je voulais pouvoir répondre physiquement à toute sollicitation sportive. C'est-à-dire être capable de faire un triathlon, être capable de soulever des charges, être capable de faire, je sais pas, du VTT longue distance, de pouvoir faire de l'escalade à un bon niveau. En fait, je voulais répondre à tout. Comme j'aime explorer, je me dis, ben, si demain il y a quelqu'un qui me propose un challenge, je serai peut-être pas sur le podium, mais je vais être capable de le faire. Merci. C'est surtout ça. Merci Gilles, merci, parce que c'est vrai que même les triathlètes, et je suis triathlète depuis 1996, oui, le siècle dernier, merci. Et puis, je produis un podcast qui s'appelle Devenir triathlète. J'ai échangé avec plus de 300 triathlètes ou de personnes qui gravitent autour du triathlon. Et c'est vrai que le côté musculation / PPG / renforcement musculaire, ça passe toujours un petit peu à côté, toujours un petit peu à la trappe. Toi, tu dis que tu pratiquais la musculation pour être prêt, pour pouvoir explorer d'autres sports ou même pour pouvoir t'éclater dans ton sport. Finalement, c'est ça la muscu.
C'est ce renforcement musculaire, c'est cette PPG, c'est préparer son corps de manière générale à être prêt à encaisser une charge, même sur des muscles qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Je veux dire, quand tu es coureur et que tu fais de la PPG, ça va te permettre d'améliorer ta course, mais ça va permettre aussi de travailler d'autres muscles que tu vas peut-être pouvoir avoir à solliciter si tu veux basculer vers le trail, par exemple. C'est ça, en fait. C'est ce que je reproche un peu dans notre pays, c'est que on axe beaucoup sur la technique de la pratique, mais la préparation, je trouve qu'elle est à un moindre niveau, alors que c'est important. C'est important. Que tu sois spécialiste ou que tu saches faire beaucoup de choses. Donc toi, cette musculation, enfin cette pratique de la musculation complémentaire à d'autres activités ou pour être prêt, un petit peu finalement, ça rejoint ton métier de pompier. Je sais que les pompiers professionnels surtout ont aussi beaucoup de temps de récupération après les interventions, mais ils ont aussi beaucoup de temps pour se préparer, pour faire de la muscu, pour faire de la course à pied, pour faire tout ce genre de choses. C'est pas uniquement pour être performant dans une activité sportive, c'est aussi pour être prêt au moment où il faut aller en intervention. Tu l'as dit au début de cet épisode, des fois tu vas sur du feu, des fois tu vas secourir des gens chez eux, des fois tu vas secourir des gens qui sont en situation de noyade, enfin tout peut arriver. Et donc, la musculation, à toi, elle te sert à être prêt. Oui, c'est ça, à être prêt pour l'intervention. Et puis surtout, sachant que je suis éducateur sportif chez les sapeurs-pompiers, le message que je donne à mes collègues, c'est la route est longue. La route est longue. Bon, bien sûr, les effectifs baissent. Donc, notre cadence de mission dans une de 24 heures augmente de plus en plus. Je dis, le but, c'est quoi? C'est de réussir sa mission, mais de pouvoir enchaîner la deuxième derrière. Le but, c'est de ne pas avoir de séquelles. Le but, c'est de bien récupérer et surtout, bon, vu la conjoncture de la société, la retraite est de plus en plus loin. Je dis, les gars, il faut tenir. Comme disent chez les parachutistes, être et durer. Donc, en fait, voilà, c'est souvent, mes collègues me disent, ouais, mais tu fais souvent du sport. Je dis, ouais, pas tous les jours, mais le but, c'est, il faut que je me tienne en condition physique le plus longtemps possible pour que je vieillisse bien. Voilà, parce que c'est un métier sollicitant. Parce que de tout donner pour être ensuite complètement usé, je vois pas l'intérêt. Ouais. Et puis en plus, pour rester sur le thème de la retraite, c'est vrai que dans la conjoncture actuelle, ça se retarde de plus en plus. Mais si en plus, c'est pour qu'une fois que tu es à la retraite, que tu as fini de travailler et que, entre guillemets, tu profites, mais que tu n'aies plus la capacité de profiter parce que tu es éclaté de partout, parce que tu es fatigué, parce que tu tombes malade, et ben en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Et pour te donner une petite image, je m'en rappellerai toujours, j'ai vu une vidéo d'un coach, c'était aux États-Unis. Alors, un coach coiffé à la Clint Eastwood, il avait 72 ans, mais costaud, hein. Et il avait une classe d'élèves en face de lui, ils avaient minimum 75 ans, et il leur faisait faire de l'haltérophilie avec du soulevé de terre. Et ils avaient tous un t-shirt avec floqué dans le dos, reste dans le combat. J'ai trouvé ça génial. Pendant que tu pratiquais la muscu, tu as découvert l'entraînement fonctionnel. Mais qu'est-ce que c'est donc que ça? Entraînement fonctionnel, entraînement qui a une fonction. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas utiliser une préparation physique en utilisant 3 modalités. Des exercices cardio, des exercices au poids du corps qu'on va dire qui s'assimilent à la gymnastique et des exercices avec des charges additionnelles, l'haltérophilie. Et le but, c'est de mêler ces 3 modalités. Donc, en fait, c'est ça qui fait l'intérêt, c'est-à-dire que ce sont des exercices qui vont te permettre d'être aussi bon sportivement que dans ton quotidien. Attends, tu n'as pas oublié le quatrième pilier qui est l'endurance? Oui, mais justement, ça va en faire partie. Parce que dans les exercices cardio, tu vas utiliser l'endurance, tu vas utiliser différentes qualités physiques. L'endurance, la résistance, la puissance, etc. Mais le but, c'est de mêler ces 3 modalités qui vont te donner, en fait, le but, c'est de déstabiliser ton organisme pour que finalement, il s'habitue à toute sollicitation. Donc, en fait, en mêlant ces 3 modalités, tu vas retrouver la qualité dont tu parlais, l'endurance et d'autres qualités. Ok. Et donc ça, tu dis que
c'est ce qui a donné lieu ou c'est ce qui s'est transformé en cross-training, pour utiliser des termes qui sont plus Ouais. connus. Donc, en gros, ça veut dire quoi, l'entraînement fonctionnel / le cross-training? On est dans une salle de muscu et puis on suit un programme un petit peu comme tout le monde, ou en individuel, on est à plusieurs, il y a de la musique. Enfin, comment ça marche en fait? C'est quoi le concept du cross-training? Alors, déjà, le cross-training, en fait, cette préparation physique, elle est adaptable sur mesure, quel que soit ton âge, d'accord? Quelle que soit ta condition physique, et voir, puisque mon association est pour les personnes en situation de handicap, quelles que soient tes pathologies. C'est ça l'avantage. Dès 4 ans, dès 4 ans, tu peux commencer le cross-training. Tu vas l'adapter, d'accord? En fonction des capacités, de l'âge de la personne. Et donc, quand tu arrives dans une salle de cross-training, c'est pas du tout une salle de musculation, tu vas avoir des machines. En fait, la machine, c'est toi. C'est-à-dire que tu vas utiliser, il y a des dalles amortissantes pour faire tout ce qui est activité gymnique, une sorte de cage métallique où tu vas faire des mouvements aussi de gym. Et puis après, tu as toutes les charges additionnelles, des disques, des barres, etc. Et en fait, on va utiliser tout ça et on va mélanger ces 3 modalités dans la séance. Ok. Et donc là, justement, on commence à arriver aussi sur le sujet du support, du soutien au podcaston. Tu l'as dit, ton association, elle est là aussi pour permettre aux personnes avec un handicap de pouvoir pratiquer cette activité. Tu peux nous expliquer d'où ça vient, ça? Quelle a été ton idée à créer cette association et à recevoir des personnes en situation de handicap? Alors l'histoire, elle est tout simplement, c'est que j'avais une salle de cross-training et un jour, il y a un homme qui est venu en fauteuil roulant, qui m'a dit: «Écoute, je suis dans une salle de musculation, rien n'est adapté pour moi, qu'est-ce que tu peux me proposer?» Et là, je l'ai vu en fauteuil, j'ai vu ma salle, j'avais pas de poulie haute, hein, comme en musculation. J'ai pris un rameur, j'ai fixé un pot, j'ai dit: et puis après, je lui ai fait tirer des sacs lestés alors qu'il était sur son fauteuil. J'ai imaginé des exercices, il a adoré, et puis il a beaucoup transpiré. Et puis, il est venu s'entraîner dans ma salle, je m'occupais de lui. Après, j'ai fermé ma salle, on est resté en contact. Et un jour, il m'appelle, et je dis: «Je sais pourquoi tu m'appelles. Tu veux qu'on crée une association de cross-training pour personnes en situation de handicap.» Je dis: «Banco, on y va.» Je lui dis: «Mais la condition, c'est qu'elle ne soit pas ouverte qu'aux personnes en situation de handicap. On va pousser l'inclusion à l'extrême. On va aussi le proposer aux valides et on va les faire s'entraîner ensemble, en binôme, un handi et un valide.» Et, Voilà Et l'histoire. c'était quoi ton idée derrière ça? Parce que tu dis on va pousser l'inclusion à l'extrême. Parce que pour toi, une salle uniquement réservée aux personnes en situation de handicap, c'est pas inclusif? Non, non, parce que je le vois, j'ai regardé pas mal de vidéos aux États-Unis. Ils le font depuis des années et ils ont une autre vision des personnes en situation de handicap. Ils leur font faire des compétitions où il y a des centaines, des milliers de personnes valides qui viennent les applaudir. Et nous, en France, on met trop les gens dans des cases. On les regarde Bah, d'une dans des boîtes, façon. pour reprendre l'idée du cross-training. On les met dans des boîtes ou dans des cages. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc, j'ai dit: «Ben non, moi, l'inclusion», parce qu'on parle beaucoup d'inclusion en ce moment, mais on fait se rencontrer les 2 mondes. Les valides qui vont voir les gens en situation de handicap. Je dis: «Ben non, nous, on va les faire travailler ensemble dans ce domaine-là.» Et pour te dire, dans mes séances, quand ils sont en binôme, soit ils travaillent en relais, soit ils travaillent en synchro, soit je mets une contrainte physique au valide pour réduire les contraintes mécaniques de l'handi. Donc en fait, le binôme est indissociable. Voilà, c'est ça qui est important. Ils ne sont pas là à se dire: «Ah bah tiens, je viens voir ton monde, je vais tenir ton fauteuil.» Je dis: «Non, non, non, il ne va pas tenir son fauteuil. Je vais trouver un exercice pour qu'il soit en contrainte physique pour aider son coéquipier handi.» Donc là, tu parles des personnes en situation de handicap. Ça veut dire que tu as que Ouais. des gens en fauteuil, ou tu as des gens qui sont en fauteuil, tu as des gens à qui il Non. manque un bras, tu as des gens ou qui ont un bras qui n'est pas valide, tu as des gens qui ont des problèmes de vue, par exemple. Ah bah oui, j'ai multipathologie, j'ai paraplégique,
avec ou sans abdos, ça dépend de la lésion, mes lésions médulaires. J'ai un tétraplégique incomplet, j'ai des hémiplégiques, j'ai des malvoyants, j'ai vraiment de tout. Et comment tu gères tout ça alors? Comment tu mets tout ça en musique? Ah, ben justement. Alors ça, je veux dire, tout ce petit monde et puis surtout tout le travail qu'il y a à faire à côté, parce que tu as dit, tu l'as dit toi-même, hein, la condition c'est que les personnes en situation de handicap s'entraînent avec, en même temps que des valides, mais donc ça veut dire qu'il faut adapter les exercices des valides aux coéquipiers et puis inversement. Donc comment est-ce que tu gères tout ça? Comment est-ce que tu mets tout en musique? Comment est-ce que tu prépares tout? Ah bah déjà, préparer une séance, c'est un casse-tête chinois. C'est-à-dire tu vas mettre 2 heures à préparer ta séance. C'est-à-dire que, bah, moi, j'ai les gens qui sont inscrits pour la séance du soir et une fois que j'ai ma liste et ben, je connais les pathologies de chacun, j'ai mes valides. Tiens, pour te dire, petite, aparté, heu, pour ne qu'ils soient plus dans des cases, je ne les appelle plus les handis et les valides parce que sinon je m'adresse à une pathologie. Donc les handis, c'est les warriors et les valides, c'est les be cool. Voilà. Donc déjà, on n'est plus dans des cases. Bah, mine de rien, ils sont quand même dans une Donc une case. fois Je veux dire, du coup, les valides, ils s'appellent plus oui, valides, ils mais si s'appellent tu bicool. veux, Mais bon, ok, je comprends. ouais, mais je ne Ok. m'adresse pas à une pathologie, je m'adresse à une personne. Voilà. Et donc, ben ensuite, une fois que j'ai ma liste, je commence à faire, je trouve un format de séance qui change à chaque fois. Et en fonction des binômes que je vais créer moi-même et qui changent à chaque fois, eh bien, je crée les exercices avec les adaptations pour les warriors, nos handi, et puis pour les valides, pour qu'ils se challengent aussi. Voilà. Et c'est là, c'est le challenge. C'est que moi, je vais arriver à la fin de la séance pour que chacun ait vraiment travaillé. Surtout que, bon, quand on est sportif, en général, on se fixe un objectif. Et donc, l'idée, tout au long de la saison, bah, c'est d'atteindre un certain objectif. L'objectif qui peut être une compétition, mais qui peut être aussi de se sentir mieux, de se sentir plus fort, de se sentir plus beau, de se sentir plus musclé, etc. Toi, comment est-ce que tu organises tout ça aussi? Parce que tu l'as dit, t'as pas toujours les mêmes participants, tu changes les exercices systématiquement, tu changes un petit peu chaque séance que tu prépares. Donc, comment est-ce que tu suis le fil de la préparation tout au long de l'année ou de la saison? Alors déjà, la première chose que je leur demande quand ils s'inscrivent, je leur dis, c'est la régularité qui vous donnera des résultats. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas quand ils ont une pulsion par pulsion. Je leur demande déjà de venir régulièrement aux séances. Je ne leur demande pas de faire 5 séances par semaine, ce qui est inutile. Par contre, s'ils me font 2 séances qualitatives de façon régulière, on aura des résultats. Et ensuite, l'avantage de cette préparation physique, donc le cross-training, c'est que pour t'imaginer un peu, c'est on te demande de prendre une charge, on te demande de l'amener le plus loin possible, le plus vite possible. En t'entraînant régulièrement, cette même charge, la prochaine fois, tu vas l'emmener encore plus loin et encore plus vite. Donc les résultats, ils seront exponentiels. Donc si tu veux, c'est une programmation, c'est pas comme un spécialiste qui vraiment va de faire une programmation chirurgicale, mais en mélangeant les modalités dont je parlais et en s'entraînement régulièrement, les gens auront l'envie et leur corps demandera à charger un peu plus lourd, courir un peu plus vite. Donc les résultats sont là. Et surtout pour nos handis, en fait, comme j'utilise le moindre potentiel qu'ils ont, en fait, ils vont avoir des résultats. Et surtout, ça va améliorer leur santé. J'ai pas dit que ça va résoudre les problèmes qu'ils ont. J'ai dit que ça va améliorer leur santé et ça va leur permettre d'avoir une meilleure autonomie au quotidien parce qu'ils seront plus mobiles, parce qu'ils pourront porter plus lourd. Et ça, c'est important. Donc, on comprend bien un petit peu ce qu'il y a derrière pour toi d'apporter tout ça aux membres de ta salle. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Bah déjà, je me considère comme très bienveillant, mais exigeant. C'est-à-dire même si je suis bienveillant, je leur dis: «On n'est pas là pour jouer au Scrabble, donc je ne fais de cadeaux à personne» et surtout, c'est quand j'ai Jérémy, hein, qui est tétraplégique incomplet, donc il a les membres inférieurs, les membres supérieurs, il s'en sert plus ou moins comme il peut. Quand tu vois heu, 6 mois, quelqu'un d'assez grand et fin, il avait pris 4 kilos de masse musculaire. Je me dis: «Mais c'est royal».
C'est royal parce que pour lui, c'est important. Parce qu'il s'est senti mieux dans son corps et puis physiquement, quand il vient, il a envie de donner un maximum. Heu, Quand tu vois que j'ai un gamin qui a 12 ans, qui a un handicap caché, mais quand tu vois dans un post que sa maman a dit, il a perdu du poids, il a gagné en concentration, c'est cadeau. Donc en fait, chaque progrès, si minime soit-il, pour moi, si comme ils m'en font part, je leur demande de me faire des retours, pour moi le résultat, il est là. L'objectif, il est atteint. Ouais, donc toi, ton objectif, c'est de réussir à les accompagner, à se faire sentir mieux, que ce soit sur le plan physique, mais aussi mental. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je leur dis, quand on a un coach, c'est pas toute sa vie. Moi, mon objectif, c'est surtout leur dire, leur faire sentir les choses physiquement, mentalement, pour qu'ils trouvent eux-mêmes une dynamique de vie. Et ça, c'est important. Comment ça se passe, justement, si on veut rejoindre ton association, si on veut venir dans ta salle, si on veut qu'on soit un warrior ou un be cool, participer à tout ça? Bah, tout simplement, en fait, c'est prendre contact avec nous, hein. On est sur Facebook, on a un site internet, adaptateam.fr, on est sur Insta et en fait, eh ben, il suffit de nous envoyer un message, de nous appeler et après le but du jeu, c'est de venir faire une séance d'essai, voire 2. Il faut que les gens, bah, justement, quand je te parlais de sensations, est-ce que ça me correspond? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que l'atmosphère me plaît? Est-ce que les exercices me conviennent? Et sachant que ça va être adapté, bah, généralement, les gens, ils mordent à l'hameçon et ils continuent. Et ça se trouve où? À Montlhéry, dans l'Essonne, à 20 kilomètres au sud de Paris. Donc, on a la chance d'avoir une mairie qui nous soutient à fond. On est en plein centre-ville. La mairie, vraiment, c'est un cadeau du ciel, nous a mis à disposition un local de 300 mètres carrés, juste pour nous. Et donc, on a une salle magnifique où on peut de toute façon travailler de façon librement. Et ton business model derrière tout ça, parce que, ok, la mairie met à dispo la salle, il faut acheter le matériel, il faut payer le ou les coachs qui sont là, il faut entretenir aussi un petit peu le matériel. J'imagine qu'après une séance, on va à la douche, donc il y a toutes ces choses-là qui rentrent en jeu. Donc le business model de la salle, c'est quoi? Le business model, un peu, c'est comme toute association. On fonctionne à base de subventions, hein, des structures publiques, hein. On a également les dons privés. On a eu pas mal de dons de particuliers et puis ensuite on a des partenaires comme le conseil départemental de l'Essonne. On a la CPAM qui a été très généreuse parce qu'elles ont adoré notre concept et grâce à toutes ces subventions, eh bien, on réussit à gérer notre business pour pouvoir acheter du matériel et pouvoir l'entretenir. Tu parles des dons privés? Ça se passe où, quand, comment, si il y a des auditrices, des auditeurs qui veulent justement faire un don pour Adaptateam? Il suffit de prendre contact avec nous. Donc, Johan Dex, le président, ou moi-même, si les gens, quand ils vont sur le site internet, ils ont les différents numéros de téléphone, ils ont l'adresse mail. Il suffit qu'ils nous écrivent et on saura leur répondre et les guider. Eh ben, écoute, Gilles, merci beaucoup pour toutes ces infos, pour je sais pas, cette banane, cette énergie, ce plaisir que tu as de partager aussi le sport avec les autres. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas abordés que tu aurais bien voulu voir aujourd'hui? Écoute, non, je crois que j'ai dit l'essentiel. Après, moi, ce que je dis à tous les auditeurs, ayez envie de bouger. Comme on dit, des fois, on nous voit dans des pubs, le mouvement, c'est la vie. Et rappelez-vous une chose, dans votre quotidien, c'est 50-50. On n'est pas simplement un disque dur posé sur une enveloppe corporelle. Si on n'a pas de physique, il y a un moment, le physique reprend ses droits et si ça va pas, le moral lâchera. Alors faites les deux, s'il vous plaît. Bougez, que vous soyez valide, que vous soyez handi, bougez. Ouais, et puis il y a une marque qui a très bien compris ça, qui a fait son marketing là-dessus. On redonnera pas les initiales, mais vous pouvez les déduire si vous voulez, mais qui cite Anima sane in corpore sano. En gros, un esprit sain dans un corps sain. Bah voilà, bougez. Vous avez beau être la personne la plus intelligente du monde, si vous bougez pas, au bout d'un moment, vous allez vous ankyloser et le cerveau va s'ankyloser aussi. Ouais, quand on parle de burn-out, c'est souvent parce que les gens pensent qu'avec le moral tout tient, mais quand le corps reprend ses droits et on l'a maltraité, c'est mort.
C'est clair. Donc on le rappelle, adaptateam.fr pour trouver toutes les infos. J'ai une dernière question pour toi, Gilles, que je pose à tous mes invités. Oui. Si tu pouvais te projeter à côté du petit Gilles Gauthier qui navigue entre le foot, le VTT, avant de devenir pompier professionnel, et que lui sache exactement qui tu es et quelle vie il va avoir, qu'est-ce que tu penses qu'il dirait de toi en te voyant ? Ah, c'est une bonne question. Tu es cohérent, tu es juste, et ce que tu fais, c'est toi-même. Et qu'est-ce que tu lui répondrais, toi ? Ou quel conseil tu lui donnerais pour sa vie à venir ? Continue. Continue dans cette voie. Parce que, en fait, comme je t'ai dit, que ce soit physiquement pour moi, je crée des émotions, et ce que je fais dans mon association avec ces personnes-là, ça crée des émotions folles. Donc, en fait, je me nourris de ça. Donc, c'est génial. Écoute, je souhaite que toutes nos auditrices et tous nos auditeurs se nourrissent aussi de toutes ces émotions. J'ai eu sur le podcast des warriors, j'ai eu sur le podcast des Be Cool, j'ai eu sur le podcast des sportives et des sportifs de haut niveau. J'espère que tous ceux qui sont déjà passés là nous écoutent et puis auront envie de venir faire un petit tour chez toi. Ça pourrait être sympa, tiens, ça d'ailleurs. Je me disais qu'avec tous les invités, j'aimerais bien organiser une rencontre à la fin de l'année, après les JO, quand on sera tous un peu plus tranquilles et détendus. Ce serait peut-être une bonne idée de venir la faire chez toi, la rencontre comme ça, les warriors, les Be Cool, les valides, les personnes en situation de handicap, tout le monde se rencontre et puis autour d'un sujet qui nous anime tous quand même, c'est le sport. Ah bah oui, bah ça serait génial. Alors là ouais, ce serait fantastique et les portes sont grandes ouvertes et franchement ouais, ça pourrait être un très bon moment. Bon. Je note. Je reviendrai vers toi d'ici le mois d'octobre. Merci beaucoup, Gilles, pour ce bon moment partagé. Je le rappelle, c'était un épisode spécial que j'organisais dans le cadre du Podcaston. Podcaston, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller faire un tour sur podcaston.fr et puis à aller regarder un petit peu déjà ce que c'est. Si vous êtes ou podcasteur, à vous engager pour l'année prochaine. Et si vous êtes juste incité par les épisodes que vous entendez cette dernière semaine du mois de mars, allez faire un tour. Vous verrez plein d'associations à soutenir. Et puis si vous voulez soutenir une association, commencez par Adaptateam. Ah, merci beaucoup. Merci à toi, Hermano. À très bientôt, Gilles. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, on se donne rendez-vous pour un nouvel épisode dans quelques jours. Salut les sportifs. Salut. Et voilà, cet épisode beaucoup spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'aurez apprécié autant que moi j'ai adoré l'enregistrer avec Gilles Gauthier. Je vous propose maintenant de le partager à votre entourage, à vos proches, au plus grand nombre. Il faut qu'on fasse du bruit, il faut que l'on parle de l'association Adaptateam et de toutes les autres associations que défend le Podcaston. Et d'ailleurs, le meilleur moyen de les retrouver toutes et d'aller écouter les copines et les copains qui participent à cette initiative, c'est d'aller sur podcaston.org. Ça s'écrit comme podcast avec HON à la fin. Podcaston.org, en gros, c'est le téléthon du podcast. Allez, plus on sera nombreux et plus on fera de bruit et plus on parlera, on soutiendra toutes ces belles initiatives. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et on reprendra le rythme normal, l'intro et la outro normale. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous dire, à venir me dire sur les réseaux sociaux si vous voulez changer un petit peu d'introduction, si vous voulez avoir un petit peu de sang neuf. Je suis à votre écoute. Allez, salut les sportifs!